Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Raconte ta vie. Aujourd'hui, j'accueille Victoria, mon Hello! amie. Alors, je me rappelle plus trop comment est-ce qu'on s'était rencontrés. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment c'est connu? On s'est connus grâce à mon meilleur ami avec lequel tu travaillais. Vous étiez dans la même entreprise et quand tu étais en recherche d'un nouveau poste, tu m'avais contacté parce que tu voulais des informations sur l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, on a un peu échangé. Tu m'as proposé de venir sur ton podcast. Je suis tellement ravie que tu sois là parce que vraiment, en plus, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet très important. Vous l'aurez remarqué, on a notre petit ruban jaune. C'est pour une bonne raison. Au moment où ce podcast sera publié, on sera sur la 22e semaine européenne de l'endométriose. Donc elle met en lumière une maladie qui touche entre 10 et 15% des femmes en âge de procréer. Juste un petit disclaimer juste avant. Donc ni moi ni Victoria sommes médecins. Donc tous les conseils qui seront donnés lors de cet épisode ne substituent pas l'avis d'un médecin. Exactement. Alors, à présent, on va poser un peu le contexte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi? Bien sûr, j'ai grandi entourée de femmes. Mhm. J'ai perdu mon papa quand j'avais 5 ans, donc du coup j'ai grandi essentiellement avec ma maman, ma grand-mère et tout l'écosystème féminin de ma maman, Mhm. donc ma tante et ses meilleures amies. Donc du coup j'ai grandi quand même dans un environnement assez féminin, où on est très connecté aux émotions, très connecté à son corps, on parle beaucoup aussi, on communique, donc plutôt un environnement sain et féminin. Et du coup, est-ce que tu te souviens de tes premières règles? En tout cas, comment tu les as vécues à 10 ans? Oui, je m'en souviens très très bien parce que c'était vraiment pas une bonne expérience. Ça Mhm. fait partie des pires journées de ma vie. Ouh. J'étais du coup à la plage et dans une maison et toute la journée je me souviens avoir souffert et avoir eu super mal au ventre au point où du coup j'étais avec ma maman et ma tante et les deux ont commencé à se poser des questions, de se dire moi elle a mal au ventre toute la journée, on lui a donné plusieurs antidouleurs etc, ça ne passe Mhm. pas, on va peut-être consulter un médecin en fin de journée si ça s'améliore pas. Et Mhm. donc après une journée vraiment de souffrance, il y a eu un peu le moment de délivrance en fait où du coup bah, mes règles sont arrivées, c'était pas compliqué à deviner, j'étais en paréo blanc, le paréo est devenu rouge. Et à ce moment-là j'avais 10 ans et demi, j'allais sur mes 11 ans parce que je suis née au mois de novembre, on était au mois d'août. Et du coup, bah, j'ai compris que j'avais mes règles. Comme je suis dans un environnement très féminin, j'en avais entendu parler. Ma maman avait commencé à amorcer le sujet, mais elle était pas non plus rentrée dans des détails extrêmes parce que, dans un sens, quand t'es maman et que t'es une petite fille de 10 ans et demi, tu te dis que t'as encore, allez, 2-3 ans avant que les Mhm. dites règles arrivent. Donc du coup, je connaissais un peu le sujet, mais pas trop. Je me retrouve bah, remplie de sang de partout. Ma maman qui s'affole, ma tante qui Waouh. s'affole, tout le monde s'affole. Et du coup, là, je comprends que du coup, j'ai eu mal pendant une journée et que j'ai mes règles. Je me dis, si c'est comme ça tous les mois, ça va être un enfer. Mm. Donc là, tout le monde me rassure en me disant que bon, c'est les premières règles. Ouais. Mon corps n'était pas habitué. Peut-être que mon corps n'était pas prévu qu'elles sont arrivées tôt, mais que normalement, personne n'a mal tous les mois de cette Mhm. façon. Donc ça devrait aller. Donc moi, je me pose pas de questions. Je mets ma protection hygiénique et je continue ma petite vie, quoi, finalement. Et donc, très tôt, tu as commencé à ressentir, excuse-moi, de fortes douleurs, Oui, du coup? j'ai ressenti de fortes douleurs très tôt, mais au départ, en fait, c'était assez dur de les identifier comme des douleurs de Mhm. règles parce que très tôt, j'ai eu mal, mais pas forcément pendant les règles. Ce qui, du Ok. coup, je pense, participait quand même à mon errance de diagnostic. Déjà, j'avais des cycles extrêmement irréguliers. Je pouvais avoir mes règles, j'avais mes règles généralement tous les 3 mois, donc des cycles très très longs, 2 Ok. mois, 3 mois. Waouh. Au début, les médecins me disaient que bah, c'est normal. En soi, le cycle féminin, il est pas mature avant plusieurs années après les premières règles, donc c'était pas forcément anormal. Mais du coup, comme j'avais mes règles très peu, au final, quand j'avais mal, je pensais pas que c'était mes règles. Parce qu'il n'y avait pas ce côté très cyclique tous les mois. On peut se dire, bah, j'ai une douleur qui revient tous les mois, mais on se parlait d'une douleur qui, au départ, était pas tous les mois. Et surtout, en fait, qui arrivait assez longtemps avant mes règles. Donc, très difficile de se dire que c'était les règles vraiment qui provoquaient cette douleur. Mais Mhm. effectivement, au bout de quelques mois, j'ai eu des douleurs vraiment assez importantes, en fait, qui m'envoyaient à l'hôpital. Euh, donc tellement la douleur Waouh. était intense, en fait ça passait pas avec les antalgiques qu'on a un peu tous chez nous en vente libre en pharmacie, du Doliprane, du Spasfon, Mhm. ça passait pas. Donc du coup en fait je me retrouvais aux urgences parce que j'avais super mal au ventre et qu'on savait pas
qui se passait, on pensait à la crise d'appendicite, tout ce genre de choses. Mhm. Et du coup, priorité, soulager une douleur qui était vraiment trop importante sur le moment. Et donc, je sais plus c'était à quel âge, tu vas me dire ça. Il me semble que tu as découvert le mot endométriose lors d'une émission, c'est ça? Une C'est interview. ça. C'était peu de temps avant mes 14 ans. C'était l'été, Mhm. encore une fois. Il y a une temporalité été chez moi, visiblement. Du coup, j'avais 13 ans et des brouettes. C'était du coup pareil, juillet, août, et j'allais avoir 14 ans au mois de novembre. Et donc là, à ce moment-là, les douleurs s'étaient énormément intensifiées. Et là, je commençais à me dire que c'était lié à mes règles, en fait. Parce que là, Ok. pour le coup, j'avais des règles un peu plus régulières. J'avais toujours des cycles anormalement longs, mais qui s'étaient raccourcis. On était plutôt sur 1 mois et demi, ce qui reste très long quand même Mm. par rapport à la moyenne. Et du coup, je commençais à avoir très mal et surtout, j'avais d'autres symptômes. J'avais donc très mal au ventre, j'avais des douleurs en fait qui faisaient un peu penser à une sciatique, donc qui partaient de la fesse et qui descendaient derrière la cuisse et jusqu'au genou. Et j'avais un peu des troubles digestifs, des troubles urinaires. Enfin, vraiment, Oh. j'avais toute une flopée de symptômes. Mais encore une fois, j'avais beau aller aux urgences parce que j'étais pliante de douleur. On n'entendait pas ma douleur, en fait. Et on me faisait quelques examens pour les causes vraiment très urgentes. Donc, l'appendicite, la torsion d'ovaire, ce genre de choses. Les grossesses extra-utérines. Même si à 13 ans et demi, tu jures mordicus que t'as pas eu de rapport, on ne te croit pas. Et du coup, je me baladais sur YouTube comme tout ado finalement et je tombe sur une interview de Julia Paredes Mhm. qui a une interview du coup avec Sam Zira et du coup à ce moment-là elle parle de l'endométriose. Elle dit qu'elle en est atteinte et que du coup elle a des problèmes pour concevoir et quand elle parle de son endométriose elle décrit absolument tous les symptômes que je vis finalement quasiment au quotidien à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis mais en fait je ne suis pas folle, il y a quelqu'un d'autre qui a exactement les mêmes symptômes que moi, il y a peut-être quelque chose. Et donc je me souviens courir dans le salon pour aller voir ma maman avec l'iPad dans la main et lui dire maman, je ne suis pas folle, je crois que j'ai l'endométriose. Et là, je vois son regard un peu qui s'illumine, mais en même temps un peu apeuré et qui me dit mais en fait, moi aussi j'avais l'endométriose, mais j'ai jamais pensé que tu pouvais l'avoir. Mais, enfin, ça c'est une petite question comme ça, mais c'est possible que ce soit transmis? Alors, effectivement, il y a un facteur héréditaire avec l'endométriose. Si ta maman ou même ta tante a de l'endométriose, t'as plus de chances de l'avoir, mais c'est pas systématique. Je savais pas. Ok. Après, on sait pas trop encore comment ça fonctionne. Les études sont pas hyper poussées. On sait pas s'il y a un gène de l'endométriose ou ce genre de choses, mais on remarque quand même qu'il y a des familles à endométriose, par exemple, et que généralement, c'est assez fréquent que quand tu as de l'endométriose, tu découvres que dans ta famille, il y en a aussi. Mais il y a des personnes qui ont de l'endométriose et personne dans leur famille en a. Donc c'est encore un peu une zone grise là-dessus. Mais du coup, ma maman en a eu aussi. C'est juste que, comme beaucoup de femmes, pour le coup, ça a été diagnostiqué très tard, à la quarantaine. On lui a retiré son utérus et après, basta, elle n'a plus jamais eu de problème. Donc elle s'est pas trop posé la question de qu'est-ce que c'était l'endométriose. On lui a posé le diagnostic un peu comme ça, une cerise sur le gâteau. On lui a pas trop expliqué. Elle s'est fait opérer, elle avait plus trop de douleur, elle a pas trop poussé le truc. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle s'est jamais dite ma fille a de l'endométriose parce qu'au final, elle connaissait pas la maladie tant que ça. Okay. Mais du coup, quand je lui en parle, elle se souvient de ce qu'elle a vécu, elle se souvient qu'on lui avait posé ce diagnostic et elle se dit ok, en fait, on a une piste. Exactement. Ok, très bien. Alors ça, c'était juste une question par pure curiosité. Pas de souci. Juste une petite question, histoire que, parce que j'imagine que les personnes qui regardent cette interview ou qui l'écoutent savent déjà à peu près de quoi on parle, mais je pense que ce serait bien qu'on pose une petite définition sur le mot endométriose. Ouais. Quelle est ta définition ? Alors, définir l'endométriose, c'est assez compliqué. Donc, ma définition n'est pas une définition très universelle parce que vous allez le comprendre, mais en fait, on ne connaît pas la cause de l'endométriose, donc définir la maladie, c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'est une maladie gynécologique qui, comme tu l'as dit, touche 10% à 15% des femmes, ce qui fait environ 1 à 2 femmes sur 10 en France. Sur d'autres pays, ça peut être un petit peu plus. Et donc, du coup, c'est une maladie gynécologique qui affecte toute la sphère pelvienne, mais pas que. On n'en connaît pas la cause. Il y a eu beaucoup de théories qui ont été évoquées dans le passé, mais qui ont été réfutées. La théorie qui a été un peu répandue pendant des années, ce serait que le sang qui normalement s'écoule par la cavité utérine lors des règles et le vagin du coup ne s'écoule pas et donc remonte par les trompes et se diffuse dans l'abdomen. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vraiment une théorie qui est validée. Donc du coup, c'est juste avec des gros guillemets, mais du coup les symptômes premiers en fait, c'est des fortes douleurs pendant les règles. Et en fait, ces douleurs-là sont liées à des petites lésions qui s'apparentent en fait à la muqueuse utérine qui s'appelle l'endomètre, d'où le nom. Et du coup, en fait, cette muqueuse, on peut la retrouver sur tous les organes possibles et imaginables. Okay. C'est-à-dire que
généralement, ça touche l'utérus, mais ça peut toucher les ovaires, ça peut toucher les trompes, ça peut toucher l'intestin, ça peut toucher le côlon, ça peut toucher le rectum, la vessie. Il y en a certaines qui en ont jusque dans le diaphragme et le poumon. Il y a des cas d'endométriose où on retrouve des lésions dans le cerveau. Donc en fait, c'est une maladie chronique inflammatoire gynécologique qui du coup provoque énormément de douleurs. Les premiers symptômes, généralement, c'est les douleurs pendant les règles. Et après, suivant les organes touchés, il peut y avoir un nombre incalculable de symptômes aussi et surtout parfois en dehors des règles. Parce que du coup, une fois que les lésions sont là et sont sur les organes, elles font un peu leur propre système inflammatoire et vivent leur propre vie indépendamment des règles. Ça peut causer également de l'infertilité. C'est la première cause d'infertilité en France. Et voilà, ça touche, on va dire, la sphère gynécologique, mais pas que. Et du coup, c'est surtout une maladie chronique et inflammatoire qui parfois peut être handicapante pour les femmes. C'est très bien, c'est très bien expliqué. Franchement, super, si ça veut je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors donc, tu découvres ce mot-là. Ouais. Je reprends ma petite frise. Oui. 10 ans, t'as tes premières règles. Exactement. 13 ans, tu découvres cette interview. Donc là, ça y est, t'as un mot sur ce qui t'arrive. Exactement. Si je ne me trompe pas, à 14 ans, t'as ton diagnostic. C'est ça. Ça y est, c'est officiel, t'as l'endométriose. Oui. Comment est-ce que t'as accueilli cette nouvelle ? Alors j'ai accueilli cette nouvelle un petit peu avec beaucoup de délivrance parce que du coup ça fait au total 4 ans que je suis baladée de médecin en médecin. Les premières années on me disait que c'était psychosomatique, on mettait beaucoup la douleur psychosomatique. Quand une douleur est psychosomatique, on part du principe que ta douleur est réelle, donc t'as vraiment mal, mais il n'y a pas de cause clinique derrière. À savoir, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème. Et les médecins vont supposer que du coup, c'est un mal-être psychologique qui va provoquer de la douleur. Le fameux tout est dans ta tête. Exactement. C'est le joli mot pour dire tout est dans ta tête. Mais pour autant, on sait que ta douleur est vraiment là, mais c'est juste que la cause est dans ta tête, en gros. Donc moi, c'est vrai qu'on me rabâchait beaucoup ces psychosomatiques parce que c'était un peu, je pense, l'examen de facilité. Ils n'arrivaient pas à trouver de cause clinique. Le raccourci, une petite jeune fille qui a perdu son papa dans l'enfance, on remettait tout sur la mort de mon père. Alors la mort de mon père était effectivement traumatisante, mais ne m'a pas fait mal au ventre pour le coup. J'ai vu plein de psys et tous m'ont dit ma grande, c'est pas la cause en fait. Enfin, t'as l'air d'avoir vraiment mal au ventre. Donc du coup en fait quand je reçois le diagnostic, je suis très soulagée parce que ça fait des années en fait que moi je me bats en disant j'ai mal et qu'on me dit t'es folle. Donc du coup de savoir que j'ai vraiment quelque chose, ça m'aide sur le moment. Et encore le diagnostic, il a été un peu posé par hasard. Il a été posé quand même par un chirurgien embolisateur, donc même pas un gynécologue. Parce qu'en fait, j'avais subi plusieurs hospitalisations. On découvrait pas l'endométriose à ce moment-là, mais on m'avait découvert des varices pelviennes. Donc du coup, les médecins s'étaient dit, bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a mal. Donc ils m'ont envoyé voir un chirurgien qui embolise du coup les veines. Les varices, en fait, c'est des veines qui se bouchent. Des vaisseaux plutôt sanguins qui se bouchent. Et du coup, ce chirurgien-là, je lui raconte un peu toute ma life. Et là, il me dit, écoutez, mademoiselle, pour moi, c'est pas les varices qui provoquent toutes vos douleurs. Alors, probablement qu'elles n'aident pas. Mais il m'a dit, en fait, à 14 ans déjà, d'avoir des varices au niveau de l'utérus, des ovaires et de la cavité pelvienne, c'est un peu du jamais vu. Donc, il y a une cause sous-jacente. Et vos douleurs font penser à l'endométriose. Donc, du coup, il a profité qu'il y avait un colloque, en fait, de gynécologues qui passaient dans l'hôpital à ce moment-là pour leur présenter mon cas. Et du coup, c'est comme ça que j'étais diagnostiquée de l'endométriose. On me l'a appris au téléphone en me disant, mademoiselle, on l'a appris à ma maman, parce que j'étais mineure, et en disant, votre fille a de l'endométriose, va falloir consulter, quoi. Du coup, j'ai 14 ans, on nous l'apprend au téléphone. Donc à ce moment-là, grosse délivrance, parce que je me dis, je ne suis pas folle, j'ai mal quelque part. Et après, un peu une peur en se disant, ok, j'ai de l'endométriose, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, j'ai 14 ans, on me dit que je suis malade, je comprends pas trop encore ce que c'est la maladie. J'avais fait des recherches sur internet qui sont super anxiogènes, j'avais regardé des reportages, mais on te présente que des nanas qui ont 35 ans, qui se sont fait charcuter partout et qui peuvent pas avoir d'enfants. Donc tu te dis, dans quoi je me lance ? Et en fait, zéro accompagnement, c'est-à-dire que moi, ce chirurgien-là, adorable d'avoir présenté mon cas à des gynécos, mais en fait, du coup, après, il m'a dit, c'est pas ma spécialité, je m'occupe pas de vous, ce que j'entends. Mais du coup, je suis là, en mode assise sur le canapé avec ma maman, en mode, qu'est-ce qu'on fait ? Qui est-ce qu'on va voir ? Qui est-ce qu'on consulte ? Comment on gère cette endométriose ? Donc, soulagée, mais quand même un petit peu angoissée de se dire, je suis un peu lâchée dans le grand bain, finalement. Pour le coup, je suis bien curieuse de savoir, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, tu m'as parlé d'opération.
C'est ça, si je me Oui, trompe alors pas. ça, c'est arrivé vraiment beaucoup plus Ça arrive tard. après. Mais du coup, quand j'ai 14 ans, on se met un peu à remuer Internet pour savoir, on veut trouver un gynécologue, en fait, qui s'occupe de moi et qui plus est un gynécologue spécialisé. Parce qu'on, des gynécologues, du coup, on en avait bien vu. On en avait vu pas mal, donc on comprend que y a des gynécologues qui sont spécialisés en endométriose et que c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Donc on commence en fait à en rencontrer, mais en fait rapidement il y a un obstacle, c'est-à-dire qu'en France, tu ne peux pas être suivi en service de gynécologie à l'hôpital avant l'âge de 15 ans et 3 mois. Moi j'ai 14 ans et des poussières, et demi à ce moment-là. Donc du coup il y a un problème, c'est-à-dire que au final je suis reçue à l'hôpital et au bout d'une consultation on nous dit en fait on ne peut pas s'occuper de vous, on n'a pas le droit légalement de s'occuper de vous. Donc au départ ils essayaient un peu de détourner, de me passer en pédiatrie et du coup de me faire consulter des gynécologues dans les services de pédiatrie, sauf qu'après ça devient un peu un micmac sans nom et donc au final je me fais juste virer de l'hôpital finalement, virée en tant que patiente. Donc du coup ça commence à être un peu compliqué et la délivrance là-dedans et ce qui me permet d'en savoir un peu plus c'est que du coup je tombe sur un groupe Facebook de femmes atteintes d'endométriose. Du coup il y a des milliers de femmes sur ce groupe Facebook et en fait c'est une mine d'or ce groupe. Plein de ressources, plein de femmes qui s'entraident, qui partagent leurs recos sur des médecins, qui partagent leurs conseils au quotidien. Et donc je me souviens, un soir en pleine nuit, pliée de douleur, j'écris un long message sur ce groupe Facebook en me présentant, en disant par où je suis passée, en racontant mes symptômes et en disant que je suis en pleine errance médicale, qu'on m'a posé le diagnostic mais que personne ne veut s'occuper de moi parce qu'à l'hôpital on n'a pas le droit finalement. Et là j'ai 300 commentaires. 300 femmes qui me recommandent des médecins, qui me donnent des conseils. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve enfin un professeur en endométriose qui consulte en cabinet privé, donc là, du coup, qui a le droit de s'occuper de moi, ou du moins qui n'a pas d'interdiction. Et du coup, on a une première prise en charge, on fait des examens plus poussés, on prescrit des traitements. Et donc, va s'en suivre une année, du coup, on va un peu tout essayer. Et du coup, arriver à une première opération, parce qu'au bout d'un an, en fait, d'échec de traitement total, d'échecs de toutes les médecines alternatives, des examens qui s'empiraient de mois en mois, on prend la décision d'opérer parce qu'à ce moment-là, je suis en seconde, j'ai 15 ans et en fait, je suis absente 3 semaines par mois. Donc ça devient impossible en fait d'avoir une vie normale, une adolescence et de suivre mes cours correctement. Donc du coup, on prend la décision d'opérer une première fois. Ok, et du coup, t'as eu 3 opérations. Exactement, si je me trompe pas. Au total, j'ai eu 3 opérations. Ok, et la suite de l'histoire alors J'ai eu 3 opérations, donc du coup une première opération à 15 ans et des poussières, vu que je suis née en fin d'année, ça fait toujours 15 ans et demi. Ok. Et du coup fin de ma seconde, première opération qui me soulage plutôt bien. Et du coup je suis tranquille pendant 1 an et demi environ, jusqu'à ma terminale. Okay. Donc pendant cet 1 an et demi, je reviens un petit peu, ça va mieux. Bon, je suis toujours handicapée par 2-3 douleurs par-ci par-là, je suis très fatiguée, j'ai un peu de la fatigue chronique, je tombe souvent malade, etc. Mais je recommence à connaître ce que c'est un quotidien sans une endométriose qui est omniprésente. Terminale, du coup, là c'est un peu l'hécatombe, je recommence à avoir beaucoup de douleurs, c'est pire qu'avant, ça revient un peu du jour au lendemain en plus. Et je reconsulte du coup mon chirurgien, on refait des examens et là on se rend compte que l'endométriose est revenue mais puissance 1000 quoi. J'en ai partout, j'en avais déjà partout avant, j'avais beaucoup d'atteintes sur beaucoup d'organes mais là vraiment j'en ai énormément. En endométriose pendant un moment, ça se fait plus trop aujourd'hui mais à l'époque on parlait en stade, un peu comme le cancer. Donc t'avais un stade 1, endométriose plutôt superficielle, qui touche pas trop les organes, qui est vraiment des petites lésions en surface. Endométriose stade 4, tous tes organes sont touchés et t'en as de partout quoi. Et donc là on me prononce stade 4, mes nerfs étaient carrément atteints. Donc en 1 mois c'est plié, on m'opère à nouveau. Ok. Donc du coup on est à la fin de la terminale, heureusement que j'étais l'année Covid et du coup le bac était au contrôle continu parce que c'est tombé pile pendant les épreuves du bac, l'épreuve qu'on n'a pas eue du coup, mais si j'avais dû passer mon bac j'aurais pas pu le passer finalement. Donc là j'ai beaucoup béni le Covid. Et du coup on décide de me réopérer, ça se fait très vite, en 1 mois j'ai même pas le temps de cligner des yeux, on me réopère. Opération qui me soulage sur le moment et 4 mois plus tard, pareil, du jour au lendemain, je me retrouve pliée en 2, mais vraiment des douleurs que je n'avais jamais connues à ce moment-là. Et pourtant, les femmes qui sont atteintes d'endométriose le savent, on a une résistance à la douleur qui est énorme. Typiquement, moi, une entorse, me faire opérer des dents de sagesse, me casser un membre, ça ne me fait pas mal, quoi. Je ressens à peine la douleur parce qu'on est habitué à une douleur tellement intense au quotidien que vraiment pour le coup on n'est pas très douillette comme ce qu'on a tenté de nous faire croire pendant des années en nous disant qu'on est folle.
Et du coup, quand les douleurs reviennent puissance 1000, c'est absolument affreux. Je me retrouve en fait alitée du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des crises, mais au moins j'avais des repos. Par exemple, la crise durait 2 jours, ou parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au bout d'un moment, elle s'arrêtait et j'avais un répit de quelques jours, quelques semaines. Là, ma crise douloureuse, en fait, elle dure non-stop, quoi. Elle ne s'arrête pas, en fait, elle a commencé au mois d'octobre et elle ne s'est jamais arrêtée à ce moment-là. Donc du coup, je me retrouve alitée, en fait, à plus pouvoir marcher, à plus pouvoir rien faire. On reconsulte mon chirurgien qui m'a opéré 2 fois, qui est complètement paniqué, mais qui m'apporte pas de réponse. Et moi, je commence à me poser des questions, à me dire, ok, j'ai plus confiance, il m'apporte pas de réponse, il sait pas ce qui se passe, je vais consulter ailleurs. Et c'est en consultant, en fait, à l'hôpital Saint-Joseph, qui est un hôpital de référence en endométriose, qui est un pôle endométriose à Paris, qu'on m'apprend qu'en fait, l'endométriose est revenue et que surtout, il y a une erreur chirurgicale. Et qu'en fait on m'a coupé un bout d'utérus pendant la deuxième opération, donc il me manque un bout d'utérus, j'étais pas au courant, ça ne figurait pas sur les comptes rendus opératoires, et surtout mon utérus se balade dans mon ventre, il ne tient plus en place. Et donc ça explique aussi pourquoi j'ai des douleurs affreuses. Donc ça c'est un petit warning aussi, alors on n'est pas là pour accabler le chirurgien qui m'a opéré, mais pour être très conscient que les opérations comportent des risques, et ça on peut aussi l'oublier, et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on parle de complications opératoire, peut-être d'erreur, on ne le sait pas, c'est difficile à prouver dans ce cas-là, mais du coup on se retrouve avec des complications post-opératoires énormes, une endométriose qui est revenue, sauf que moi je commence à avoir mal à nouveau fin octobre, je consulte l'hôpital Saint-Joseph en décembre et on me dit là en fait va falloir opérer, mais on peut pas opérer maintenant parce qu'on t'a opéré il y a quelques mois. Au-delà de ça, mon corps était trop inflammé, j'étais complètement handicapée. À ce moment-là, je suis en fauteuil roulant, je peux plus me déplacer, je peux plus marcher, je suis sous morphine et kétamine, tellement les douleurs sont affreuses. Et du coup, là, on me dit, on va devoir te mettre sous ménopause artificielle pendant 3 mois. Donc la ménopause artificielle, c'est des injections ou parfois des cachets, ça dépend des formes, qui mettent votre corps en état de ménopause. Donc du coup, l'idée, c'était de mettre mon corps sur pause, et de calmer l'inflammation, de calmer la progression de l'endométriose pour du coup faire un peu table rase et prévoir une opération du coup 3 mois plus tard pour essayer un peu de déblayer le chantier. Donc du coup c'est ce qu'on fait. Du coup au total je passe 5 mois à alitée. 5 mois où j'ai plus de vie, j'étais en études de droit à ce moment-là, je dois tout mettre sur pause parce que impossible de travailler quand vous avez mal, et qui plus est quand vous avez de la morphine, de la kétamine, je vous assure que vous vous filez pas droit, hein. Honnêtement, je voyais des effets en bleu tous les jours, quoi, donc voilà, et du coup je suis finalement opérée au mois de mars 2021 d'une 3e opération du coup grand succès qui me permet de me soulager, de tout remettre en place et finalement de récupérer une vie, mais opération qui n'était pas gagnée dans le sens qu'avant l'opération, les médecins m'annonçaient dans le meilleur des cas 30% d'amélioration. C'est-à-dire qu'on prononce ces mots, j'avais 18 ans, on me dit mademoiselle, vous serez handicapée. Va falloir vous le mettre en tête, vous récupérerez pas votre vie, vous récupérez pas votre quotidien, vous serez handicapé de douleur tous les jours, vous allez avoir des conséquences post-opératoires assez importantes, il faut vous le mettre en tête. Là, ça fait 4 mois que vous êtes alité, déjà vous n'avez pas marché pendant 4 mois, les suites post-opératoires seront énormes et je suis même pas sûre que vous soyez tant soulagé de la douleur. Donc on le tente parce qu'on n'a pas d'autre solution sous la main, mais il faut vous mettre en tête que votre vie ne sera plus jamais la même, qu'il va falloir peut-être penser à adapter votre carrière aussi, parce que vous serez peut-être pas capable en fait d'avoir un travail en 35 ou 39 heures, vous serez peut-être pas capable de travailler debout, enfin on te dit des choses à 18 ans hyper dures, quoi. Mais oui, mais t'es super jeune, j'imagine même pas mentalement. Là, je m'adapte. Après, gros warning, je raconte une histoire qui est un peu dure sur l'endométriose. C'est pas le cas de toutes les endométrioses. J'ai un peu eu le pire schéma possible. Il y a des femmes qui ont l'endométriose et qui vivent très bien et sans passer par les épreuves que j'ai vécues. Hein. Vraiment, petit disclaimer là-dessus, c'est un vécu un peu dur, mais qui est le mien et qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Hein. Oui, c'est et Dieu merci. Hein, mais là, je prends avec énormément d'empathie ton histoire parce que je me dis, mais waouh! À 18 ans, entendre ça, quand même, c'est... Enfin, c'est une question peut-être un peu bête, mais à ce moment-là, t'as 18 ans, on te dit ça. Comment est-ce que tu as accueilli l'information ? Moi, je l'ai Alors, je sais pas si c'était une forme de déni ou si j'avais envie de positiver coûte que coûte, mais moi, je me dis, c'est pas vrai. Moi, je me dis que je vais me battre, que ça fait... 4 ans depuis le diagnostic que je me bats, 8 ans depuis les premiers symptômes. L'endométriose, elle m'a jamais achevée jusqu'à ce moment-là, elle va pas gagner.
Et puis, j'avais déjà perdu beaucoup espoir plus jeune quand on m'a annoncé la maladie à 14 ans. Les mois qui ont suivi avaient été très compliqués. J'avais beaucoup broyé du noir en me disant que ma vie était fichue, parce que c'est un peu ce que les médecins me disaient, hein, que ma vie était fichue, que j'avais une endométriose trop développée pour mon âge à l'époque, que j'aurais jamais d'enfant, que valait mieux me retirer tous les organes, ce serait plus rapide. Donc on m'avait déjà annoncé des diagnostics très durs, et au final la tendance s'était un peu renversée après, donc je me dis, cette maladie elle est imprévisible, donc en fait je pense qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer après. Exactement. Donc j'entends ce qu'on me dit, mais je m'en formalise pas, et surtout j'ai beaucoup d'espoir, et je me dis je vais tout donner en fait pour aller mieux, et pour me battre, et pour guérir. Et je pense que c'est un peu cette mentalité combative qui m'a sauvée aussi. Oui. J'étais très bien entourée aussi, hein. J'avais un écosystème de famille et d'amis formidable, donc je pense que ça aide aussi à être soutenue. Puis j'avais de la chance, c'était le 2e confinement, donc tout le monde était très dispo pour passer son temps à mon chevet. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, je me dis, je vais garder espoir, je vais me battre. La première étape, c'est de se faire opérer, donc je vais me faire opérer, et après, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour me stabiliser et aller mieux. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, j'ai 18 ans, ma vie peut pas être finie à 18 ans, je veux vivre en fait. Waouh. Alors, eh bien, donc si j'ai bien compris, donc tu as toujours été dans cet esprit très combatif. Oui. J'imagine qu'il y a eu des moments où tu perdais quand même un peu espoir, mais à la fin... Oui, forcément. Mais à la fin, tu as vraiment gardé cet esprit-là, et pour ça, je t'admire énormément. Sincèrement, tu as un très très beau parcours. Alors du coup, aujourd'hui, là, tu vois, on parle au passé. Là, j'aimerais vraiment qu'on revienne à l'instant présent. Et en fait, qu'on parle de... aujourd'hui, comment est-ce que tu définis la relation que tu as avec ton corps après quand même toutes ces années de douleur ? La relation avec mon corps, elle a été très compliquée. Déjà parce que je suis tombée malade à l'adolescence. Donc, adolescence, qui est une période qui n'est simple pour personne au niveau de la relation avec son corps, parce qu'on subit beaucoup de changements, on voit son corps évoluer. Quand on est une femme, on se voit aussi devenir une femme, on prend du poids, etc. Donc, ça a été longtemps compliqué. J'ai longtemps été en combat avec mon corps. Mon corps, ça a été longtemps mon ennemi, parce que mon corps me faisait souffrir. Très clairement, j'avais mal. Donc, je me disais, mon Dieu, je ne l'aime pas, ce corps. Souvent, je blaguais en disant que j'en voulais un nouveau, que je voulais qu'on m'achète en pièces détachées sur Amazon. Vraiment... Ça me fait un peu... Pardon. Non, mais t'inquiète. Oui. J'ai longtemps dit, achetez-moi un utérus sur Amazon. Tu me demandais ce que je voulais pour Noël, je te disais un nouveau corps. Vraiment, j'étais en combat constant et en rejet un petit peu de ce corps qui me faisait tant souffrir. Et après, ça a un peu switché, du coup, après cette 3e opération, où je me suis dit, en fait, faut que je me fasse copain avec mon corps, finalement, qu'on devienne un duo, et que ça soit mon allié, faut qu'on se batte tout ensemble, parce que certes, c'est pas lui, en fait, qui me fait souffrir, finalement, c'est l'endométriose qui me fait souffrir, et c'est l'endométriose, notre ennemi, c'est pas mon corps, en fait, avec mon corps, faut que je fasse une team, et qu'on combatte tous les deux l'endométriose. Et finalement, y a un peu un truc qui switch en moi, où je me dis, je suis toujours là, c'est un peu aussi grâce à mon corps. Parce que mon corps, il aurait pu lâcher, en fait. Mon mental, il tient, mais mon corps, s'il n'était pas aussi fort, il aurait pu lâcher. Et en vrai, peut-être qu'il aurait dû aussi. Enfin, vu tout ce qu'il a subi, on aurait un peu compris que mon corps ne tienne pas. Et du coup, je commence à avoir un peu une reconnaissance envers mon corps, et en me disant, en fait, il est incroyable, et il me permet d'être là aujourd'hui. Pas que j'aurais pu mourir, parce que l'endométriose ne fait pas mourir directement, mais honnêtement... quand tu vis autant de choses, est difficile pour le corps, et 3 opérations en 2 ans, tu te dis, tout simplement, mon cœur aurait pu lâcher à cause des anesthésies. Enfin, donc du coup, je commence à être très reconnaissante de ce corps qui tient la route. Mais par contre, ce qui reste compliqué quand même, c'est l'aspect physique. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, 3 opérations, 5 mois alités... Ça fait un peu des ravages, j'ai plus de muscles, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai pris beaucoup de poids, enfin il y a eu beaucoup de fluctuations de poids, donc se voir aussi un peu changer, j'ai des cicatrices, c'est un peu compliqué. Honnêtement, pendant 1 an et demi après l'opération, c'est très compliqué de me trouver jolie, d'être à l'aise avec mon corps, de plus avoir 0 muscle, quoi, d'être toute... Je suis pas très épaisse, mais je suis toute flasque au final, j'ai les bras d'une mamie de 80 ans avec la peau qui pend, enfin c'est vraiment... c'est compliqué, et du coup ça a été un peu un long travail d'acceptation et de réconciliation avec ce corps. La partie vraiment équipe, ça a été plutôt rapide entre guillemets de switcher d'ennemi, donc de se dire l'endométriose est mon ennemi et pas mon corps. Et après la partie physique a pris quand même plusieurs années, je dirais que ça fait bien 1 an, donc
Donc, 4 ans après l'opération, ou 3-4 ans après l'opération, où vraiment je me sens bien dans mon corps et je suis à l'aise et je me trouve à nouveau jolie et j'ai repris confiance en moi, quoi, finalement. Et donc, si je reprends un peu ce que tu viens de dire, est-ce que tu pourrais nous dire en fait ce que cette maladie t'a apporté en termes de valeur? La résilience, sans aucun doute, parce que je pense que pour être encore là, faut être assez fort mentalement. J'ai pensé à abandonner, hein. Je vais pas dire que la résilience est venue dès le début, hein. À 14 ans, au moment du diagnostic, j'ai traversé une période très noire où je broyais du noir et j'étais remplie de négativité. Il y a beaucoup de moments où j'ai pensé que j'allais abandonner et que juste fallait écouter et que j'étais condamnée. Mais pour autant, il y a aussi quelque chose. Enfin, ça t'apporte la résilience parce que tu te dis, je suis jeune, c'est non, en fait, je vais pas abandonner, ma vie n'est pas finie, je veux que ma vie continue. Et t'as pas le choix, du coup, que de développer cette force intérieure en toi pour te battre, parce qu'au final, il y a que toi qui peux le faire. T'as beau être soutenu par tout le monde, c'est toi et toi-même. Et puis je pense qu'aussi, quand tu traverses de l'errance médicale où tout le monde te dit que t'es folle, faut aussi que tu développes une force pour te combattre. Enfin, pour être ton meilleur avocat, en fait, pour te défendre et faire valoir, exactement, faire entendre ta voix. Donc oui, je dirais la résilience, la rigueur aussi, parce qu'on va peut-être en parler un peu plus tard, mais l'endométriose, ça demande aussi de revoir son hygiène de vie et du coup de mettre en place plein de choses pour aller bien, mais ces choses-là, faut les tenir dans le temps et c'est pas facile quand t'es ado ou même jeune adulte, parce qu'on va pas se mentir, les habitudes, c'est pas ce qui est le plus facile à cet âge-là. On a du mal à se lever tôt, on a du mal avec les règles, enfin c'est difficile de tenir en fait des règles au quotidien, donc je dirais que oui, une certaine rigueur et une certaine motivation au quotidien. Les 3 principales. Et tu as un magnifique parcours. Tu as un très très beau parcours. Je suis très touchée. Je sais pas pourquoi cet épisode me touche autant. Franchement, il va falloir m'expliquer. Au sujet de ton parcours médical, un long parcours, mais quand même un parcours qui t'a appris énormément de choses, qui t'a apporté énormément de valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens encore de la colère ou est-ce que tu te sens plutôt en paix avec ce parcours-là? Alors aujourd'hui plus trop, parce que je pense que j'ai accepté, que j'ai guéri là-dessus, mais pendant longtemps beaucoup de colère envers les médecins. De mes 10 à 14 ans, c'est très dur, hein, les médecins qui disent que t'es folle, que t'es bonne à aller chez le psy à vie, que tes douleurs sont dans ta tête. On a même accusé ma maman. Il y a des médecins qui ont dit qu'elle faisait un syndrome de Munchausen sur moi parce qu'on était trop proches. Un syndrome de Munchausen, c'est en gros quand tu projettes une maladie sur quelqu'un. Donc on disait que ma maman était tellement proche de moi que c'était malsain et qu'elle projetait une endométriose qui n'existait pas sur moi. On t'a dit ça? Ouais, c'est très grave en plus d'annoncer ça à quelqu'un. Ils ont annoncé ça comme ça, hypothèse parmi tant d'autres, tu vois, qui se mêlaient au fond de l'appendicite et de la torsion d'ovaire, quoi. Donc au début, beaucoup de colère de me dire, j'ai souffert, ça fait 4 ans que je souffre et vous vous rendez compte seulement maintenant de l'endométriose. Beaucoup de colère un petit peu aussi sur la suite, parce que même après le diagnostic, on en a parlé, mais le parcours n'a pas été tout rose, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'errances, 2 opérations qui n'ont pas marché, donc la colère a fait quand même partie de moi pour pas mal d'années. Maintenant, j'ai un peu évolué, j'ai grandi, j'ai aussi guéri cette partie-là, et je me dis que dans mon malheur, j'ai eu de la chance, j'ai été diagnostiquée à 14 ans, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont souffert 10 à 20 ans avant de se faire diagnostiquer. On dit qu'il y a en moyenne une errance de diagnostic de 7 ans, mais c'est une moyenne. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de la reconnaissance d'être diagnostiquée tôt, et que même si j'en ai bavé pendant mon adolescence, ça me permet aujourd'hui d'avoir 23 ans et d'avoir récupéré un petit peu une vie. Donc pas mal de reconnaissance, et aussi peut-être pas mal de d'indulgence aussi envers certains médecins, de me dire que à l'époque, c'était il y a presque 10 ans. Il y a 10 ans, on n'avait pas encore beaucoup de connaissances sur l'endométriose, et surtout, on ne savait pas que ça pouvait arriver à l'adolescence. Et je pense que du coup, les médecins étaient perdus, et qu'en France, on a une façon d'aborder la médecine où quand on ne sait pas, c'est que c'est psychologique. Et je pense que ça, malheureusement, c'est plus qu'une endométriose qui va changer cette tendance-là. Ça demande de réformer un peu les études de médecine et d'apprendre aux médecins qu'il y a encore plein de choses qu'ils ne savent pas sur le corps humain, et que c'est pas parce qu'on sait pas que c'est psychologique. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le recul, un peu plus d'indulgence, de se dire à l'époque, on n'avait pas de connaissances, quoi. On n'en a pas beaucoup plus 10 ans plus tard, mais on sait qu'aujourd'hui, les adolescentes peuvent être touchées. À l'époque, on le savait pas. Donc
ouais, un peu d'indulgence, même si envers certains médecins, beaucoup moins. Ça dépend desquels, hein, de leur sympathie dans mon parcours, mais voilà. Alors, à présent, on va passer à mes questions préférées. Parce que justement, en plus, ça reprend ce que tu étais en train de dire juste avant, donc c'est Ok, parfait. trop bien. Alors, si par exemple, une jeune fille de 12-13 ans te disait qu'elle a mal, mais qu'on ne la croit pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de se battre et de surtout changer de médecin. Mm. On a de la chance d'être en France quand même, donc on a un accès énorme à la santé. Donc du coup de changer de médecin, de prendre des seconds avis et surtout de se rapprocher des réseaux de patientes. Il y a beaucoup... alors l'hôpital Saint-Joseph a fait ça, celui où je suis suivie. Ils ont fait un annuaire de praticiens spécialisés en endométriose, toutes spécialités confondues. Donc ça va du gynécologue au médecin généraliste, à l'ostéopathe, au kiné, etc. Donc du coup, de se rapprocher, en fait, de trouver des médecins qui sont spécialisés en endométriose. Il y a aussi des associations en région, etc. qui peuvent l'accompagner. Et donc du coup, de se battre et d'aller prendre un second avis. L'endométriose, ça peut être une cause, ça peut être aussi autre chose. Mais du coup, de se battre parce qu'en fait, avoir mal, c'est pas normal. Une douleur normale, c'est une douleur qui passe avec un Doliprane ou du Spasfon, ou à la limite un Dentadis quand on parle de règles, et que si ça passe pas avec ça, si elle est par terre et qu'elle est en train de vomir alors que toutes ses copines, quand elles ont leurs règles, font du vélo, c'est pas normal en fait. Et de se battre et de se battre. Alors, du coup, ça va au-delà des 12-13 ans, parce que même moi, je me sens concernée. C'est vrai que, pour le coup, j'ai cette peur, en fait, de faire des tests. On en a parlé tout à l'heure, mais j'ai un peu ce côté du déni. Je préfère rester dans le déni que de me faire tester. Mais au final, c'est absolument pas la démarche qu'il faut suivre, en fait. Et c'est vrai que tu as raison là-dessus. On a énormément de... Enfin, on a pas mal quand même de ressources à notre disposition pour se faire tester. Il y a le fameux hôpital, il y a plein de sources sur les réseaux sociaux, dont ton compte Instagram, dont on va parler tout à l'heure, parce que c'est important quand même de faire la promotion de ça. Et donc, est-ce que tu penses que aujourd'hui, quand on parle d'endométriose, est-ce que tu penses que, pour commencer, on en parle suffisamment? Ou alors, est-ce qu'il reste encore du tabou, si on veut, autour de cette maladie? Je sais pas si c'est du tabou parce qu'on en parle beaucoup. Donc je pense que la parole s'est libérée sur le sujet et de manière générale un peu sur la santé et la condition des femmes. Je pense néanmoins qu'on n'en parle pas correctement. Il y a encore pas si longtemps, on parlait d'endométriose uniquement sous l'angle de la fertilité. Ce qui reflète beaucoup aussi la position de la femme dans la société. Tout ce qui touche aux femmes, on va pas se mentir, ça reflète beaucoup... ce que pense la société des femmes et la place qu'on nous donne. Donc c'est vrai que par exemple quand j'étais diagnostiquée, on parlait que de l'infertilité. Donc très bien, mais quand t'as 14 ans, t'en as rien à foutre de faire des bébés. Enfin, moi j'étais par terre à 10 sur 10 de douleur. Crois-moi que l'idée d'avoir un enfant un jour, elle est très 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 loin. Et limite, à ce moment-là, si tu m'avais dit une vie sans douleur ou des enfants, j'aurais choisi la vie sans douleur. J'en avais rien à faire d'avoir des enfants. Et je trouve que même si aujourd'hui ça a un peu évolué, on parle un peu plus de l'endométriose dans sa globalité, on parle quand même beaucoup de fertilité, beaucoup, parce qu'en fait, généralement les médias, ils interrogent des femmes qui ont passé la trentaine et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc c'est normal qu'elles en parlent. Je comprends la souffrance, vraiment, j'ai beaucoup d'empathie pour ces femmes qui souffrent d'endométriose. L'endométriose, c'est une souffrance, et puis en plus, double peine, elle t'empêche d'avoir des enfants. Enfin, normal que tu aies envie de le créer sur tous les toits. Mais du coup, c'est vrai qu'on parle un peu moins de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, que ça fait d'autres symptômes, que tu peux te faire opérer. C'est une maladie chronique, en fait, et qui affecte toute ta vie. Ça crée de la fatigue chronique, ça crée une défaillance de ton système immunitaire. Tu peux avoir des symptômes digestifs, urinaires, de transit. Tu peux avoir des douleurs musculaires, une incapacité à rester debout, à faire du sport. Enfin, il y a tellement de symptômes, en fait, dans l'endométriose, et ça, on n'en parle pas assez. Et je trouve qu'il faudrait donner un peu plus de lumière là-dessus. Alors je dis pas qu'il faut parler que d'histoires comme les miennes parce que c'est pas les histoires les plus drôles et surtout je pense qu'elles peuvent faire un peu peur. Il y a plein de femmes qui ont une endométriose moins dramatique que la mienne, on va dire. Mais je trouve que oui, il faut donner un peu plus de place à l'endométriose dans sa globalité et pas juste le spectre de la fertilité parce qu'il y a plein de femmes déjà qui ne souffrent pas d'infertilité. L'infertilité, je suis peut-être pas hyper au point sur les derniers chiffres, mais on se parle de, je crois, 40 et quelques % de femmes atteintes d'endométriose, donc gros pourcentage, mais on se parle pas de 90% des femmes.
Donc, il y a encore plein de femmes qui souffrent d'endométriose, qui souffrent pas d'infertilité, mais qui souffrent d'un tas d'autres choses. En fait, chaque endométriose est différente en fonction de la femme, et je pense qu'il faut laisser un peu plus de place aux différentes formes d'endométriose pour aussi mieux informer et que toutes les femmes se sentent aussi représentées, et surtout qu'on parle correctement de la maladie, qui est pas juste une maladie qui fait mal pendant les règles et qui empêche de faire des bébés, quoi. C'est des idées très bien placées, vraiment. Tu utilises vraiment les bons mots à chaque fois. Et je trouve que, comme tu as raison, c'est important qu'on fasse plus de communication sur le sujet de l'endométriose. Parce que, alors, j'ai fait mes petites recherches aussi de mon côté. C'est vrai qu'il y a de la communication, comment est-ce que je peux dire ça c'est assez négative pour les personnes qui recherchent, en fait. Oui. Et oui, tout à fait, Je perds mes mots. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de communication négative et surtout, on en parlera un peu plus en fin de podcast, mais on parle pas aussi beaucoup des expériences qui se passent bien, dans le sens que là, on a passé une grande partie de l'épisode à parler de mon expérience un peu traumatique, des douleurs, etc. Mais il y a aussi des belles histoires où au final, ça se passe bien et on s'en sort et on a une endométriose qui se stabilise et donc c'est pas tout noir aussi. Et je pense que c'est important de montrer aussi le positif dans l'endométriose parce que sinon, en fait, quand tu as la maladie, que ça fait pas longtemps que tu as découvert que tu l'avais et que tu fais des recherches, bah, tu te prends une flopée de négatifs et tu te dis bon bah génial, ma vie est foutue en fait, hein, je suis bonne à remplacer. Exactement. Et donc durant si je retourne très rapidement sur ton parcours, est-ce que tu pourrais nous dire les petites routines que tu avais pour surmonter l'endométriose ? Ouais, carrément. Bah, j'ai testé un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'étais à un stade où j'avais tellement mal que si tu me disais que je pouvais boire du pipi de chameau, mais je t'en buvais 2 litres, quoi. Vraiment, j'étais un peu désespérée. J'étais prête à tout faire et tout tester. Donc, du coup, j'ai testé un petit peu j'ai fait beaucoup de rééducation en kiné parce que ça aide beaucoup, surtout quand tu as été opérée, mais même quand tu n'as pas été opérée, de faire la rééducation abdominale. Parce qu'en fait, quand tu as de l'endométriose, tu peux avoir les abdos transverses qui sont distendus. Les abdos transverses, en fait, c'est les abdos profonds. Nous, généralement, on connaît un peu les grands droits, donc c'est les abdos vraiment qui sont à la surface de ton ventre et qui donnent, quand ils sont musclés, ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Et donc, les abdos transverses, c'est vraiment des abdos très profonds qu'on ne voit pas, mais qu'on peut sentir s'ils sont musclés. Et donc, du coup, de faire de la rééducation abdominale et de les muscler, ça va permettre, en fait, de bien plaquer le péritoine. Le péritoine, c'est la poche qui englobe tous tes organes de la cavité abdominale, qui, généralement, peut être atteinte en cas d'endométriose ou même très inflammée. Et du coup, en fait, de tout bien plaquer contre ta colonne vertébrale, ça va permettre de soulager beaucoup les douleurs au ventre, les douleurs dans le bassin, les douleurs de sciatique, etc. Donc faire de la rééducation en kiné, c'est super. Il y a des kinés aussi qui proposent de la radiofréquence pour l'endométriose. C'est une petite machine, en fait, qui ressemble un peu à une sonde d'échographie, qu'on va venir passer sur le ventre ou sur les muscles, qui va connecter, en fait, les cellules nerveuses entre elles et qui va permettre une meilleure régénération cellulaire et donc de soulager les douleurs. C'est aussi utilisé pour les sportifs de haut niveau, vraiment pour tout type de douleur. J'ai aussi testé l'ostéopathie qui est géniale aussi pour apporter plus de mobilité au corps, pour aussi parfois débloquer les organes qui peuvent être un peu bloqués à cause des lésions. Ça soulage les douleurs énormément aussi. C'est génial aussi en cas de douleur aussi pendant les rapports. La kiné et l'ostéo peuvent énormément aider, ce qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'endométriose peut aussi faire des douleurs du coup pendant les rapports, ce qui est 2 fois un autre handicap. J'ai testé aussi l'acupuncture. Bon, personnellement pas très fan parce que se voir avec une centaine d'aiguilles sur le corps, c'est particulier, mais je sais qu'il y a plein de femmes pour lesquelles ça les soulage. Moi, c'était plutôt le psychologique qui m'en empêchait. Je suis pas très fan des aiguilles, alors sans sur mon corps, c'était too much. Mais pareil, apparemment, ça a beaucoup de vertus. J'ai aussi revu mon alimentation, du coup, avec une alimentation anti-inflammatoire. Là-dessus, mon conseil, ce serait de s'écouter, que ce soit les médecins nutritionnistes, les diététiciens ou même les naturopathes vont avoir tendance à vous couper de tout aliment qui pourrait inflammer votre corps. Et donc, on se retrouve à manger pas grand-chose. Moi, ça avait été un peu difficile. Ça m'avait un peu causé un rapport avec l'alimentation un peu compliqué, avec un peu des compulsions, d'avoir envie de manger, du coup, beaucoup, en grosse quantité d'aliments un peu interdits qui pourraient me faire mal. Moi, je dirais, et de manière générale, en fait, avec l'endométriose, qu'il faut beaucoup écouter son corps et qu'il n'y a pas de règle, en fait, parce que chaque endométriose est différente. Et donc, en fait, par exemple, on va vous dire, le gluten, il est inflammatoire. Mais si le gluten, il ne te fait pas de douleur, mange-en, en fait. Et au contraire, moi, on m'avait dit que le gingembre, c'était anti-inflammatoire. Le gingembre me fait mal. Du coup, je n'en mangerai pas. Enfin, de vraiment s'écouter, donc d'avoir une alimentation aussi un peu intuitive. Il y a des aliments forcément à privilégier, il y a d'autres à enlever.
mais aussi de s'écouter. Le sport, ça aide aussi quand les douleurs le permettent. Plutôt des sports à mobilité douce, ce qu'on appelle un peu low impact, donc le pilates, le yoga, c'est génial, les étirements, etc. Et je dirais aussi quand même d'avoir un suivi psychologique à certains moments. Parce que l'endométriose, c'est quand même une maladie qui impacte tout son quotidien. Et parfois, avoir un support, ça peut faire du bien. Moi, dans mon cas, j'étais pas très encline au début parce qu'on m'a un peu trauma, m'envoyer chez le psy en me disant que j'étais folle. Donc, du coup, ça m'a mis un peu de temps avant d'y retourner. Mais en vrai, ça fait beaucoup de bien, surtout pour apprendre à accepter la maladie et de se rendre compte que c'est une maladie qui impacte un peu toute sa vie en 360. Donc, aussi le psychologique. Et de manière générale, de s'aider, de s'écouter, et du coup, de s'apporter cette aide soi-même et d'écouter son corps au quotidien. Finalement, il n'y a que nous qui savons ce dont on a besoin, et d'être prêt parfois à se dire en fait là je suis fatiguée, oui je vais annuler le dîner que j'avais prévu avec mes copines, et c'est ok en fait, parce que je suis fatiguée et dans une semaine je pèterai la forme et je pourrais me faire peut-être 3 dîners, on n'en sait rien, mais vraiment de s'écouter et d'avoir cette certaine rigueur aussi au quotidien de mon corps il a besoin de ça donc je lui donne. Ça peut être très frustrant parfois et parfois on n'en a pas envie, parfois même encore aujourd'hui je fais encore l'erreur de me sentir fatiguée mais de prévoir 3 milliards de choses parce que j'ai envie en fait et que j'ai pas envie de rester chez moi et que ça me saoule, mais au final notre corps, il a besoin de certaines choses et il est encore là. Donc, il faut aussi un petit peu l'aider. Alors moi, je ne sais pas vous, les gars, mais j'apprends énormément de choses. Franchement, je kiffe cet épisode parce que, en fait, ça pousse déjà au-delà des recherches que j'avais déjà faites, mais en plus, c'est tellement intéressant, tu l'expliques tellement bien. Franchement, bravo. Merci. Bravo pour ce parcours. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, un peu... mais... si ta vie, si ce parcours-là dont tu m'as parlé était un film, par exemple, quel en serait le titre ? Bonne question. Je dirais que dans le malheur, il peut y avoir de la chance et qu'il y a un peu du bonheur aussi dans la tristesse. Mon parcours, il a été un peu chaotique, on va pas se mentir, il a été très difficile, mais au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été diagnostiquée jeune et qu'aujourd'hui, j'ai 23 ans et qu'on m'avait annoncé une endométriose stade 4 qu'elle allait m'handicaper à vie et je suis plus handicapée. Enfin, je marche, je suis plus en fauteuil roulant, j'ai repris du sport. Enfin, la semaine dernière, je courais un 10 km en l'honneur de l'endométriose avec l'association Endomind. J'ai repris l'équitation alors que j'avais dû arrêter pendant des années parce que j'avais trop mal en montant à cheval. J'ai un travail qui me plaît en 39 heures. Je peux voyager, je peux faire plein de choses. Alors oui, parfois j'ai encore des petits symptômes à droite à gauche, mais j'ai récupéré une vie qui, on va dire, est pas impactée par l'endométriose à peut-être 85%, ce qui est énorme, alors que après mon opération, m'avait vendu 30% d'amélioration. Donc j'ai envie de dire que parfois, même dans les pires situations, on peut avoir une issue positive et qu'il faut toujours un petit peu garder espoir. Qu'au final, rien n'est écrit, rien n'est joué. C'est un peu long comme titre. Ouais, désolée, je l'ai expliqué. C'est un peu long. Je prends. Il faudra demander à ChatGPT de le rendre plus catchy. ça me va aussi. Alors, on va passer à nos questions de conclusion. C'est déjà presque la fin. Pour moi, c'est passé très vite. Ouais, c'est passé ça m'a une vraiment fait vitesse folle. plaisir de t'interviewer. Également. Si tu pouvais parler à la Victoria de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? De garder espoir. Que là, sa vie, elle est pas ouf. Honnêtement, elle souffre. En plus, à cette époque-là, je me faisais harceler à l'école. C'était vraiment pas une période facile. Bon, après le collège, honnêtement, c'est facile pour personne, je pense. C'est une période nulle. Mais de lui dire, voilà, cette période, elle est pas facile. Cette période, c'est pas la meilleure de ta vie. Il y a pire qui t'attend, mais il y a aussi mieux. Et que dans 13 ans, tu auras une super vie où tu seras épanouie et où tout ça te semblera loin et que tu vas t'en sortir. Et à présent, c'est notre dernière question. Que aimerais-tu dire à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regardent actuellement ? Déjà, merci de nous avoir écoutés. Et merci, en étant là, vous donnez aussi un petit peu de lumière et de force à l'endométriose. Donc déjà, un grand merci. Et si jamais vous souffrez d'endométriose, vous n'êtes pas seul. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'endométriose, vous pouvez l'aider.
Je sais que parfois on a tendance, j'ai eu des proches qui savaient pas quoi faire et qui se disaient qu'est-ce que je peux faire, je connais pas la maladie, c'est une maladie qui est un peu invisible, c'est un handicap invisible, donc on a du mal aussi peut-être en tant que proche à savoir ce qu'on peut faire. Mais vous pouvez être là d'une quelconque manière, juste parfois c'est une présence, c'est un message, c'est m'apporter du chocolat noir 90% parce que tu as vu que c'était bourré de magnésium et que ça pouvait aider avec les douleurs. De juste apporter votre soutien et d'être un petit peu indulgent vers ces femmes qui ont de l'endométriose parce que parfois on peut être un peu difficile à comprendre et les hormones on en a beaucoup avec les traitements donc on peut être un peu invivable mais ouais, d'être là et indulgent envers ceux qui souffrent. C'est un très beau message vraiment que tu fais passer. Eh bien écoutez, on va passer aux remerciements. Alors pour commencer, j'aimerais remercier donc mon équipe, l'équipe Raconte ta vie, avec Florian en régie son et vidéo, Britney, notre community manager, et son fantastique et iconique assistant Louis. Ensuite, j'aimerais remercier donc ma sœur Aïssata, que je remercie à chaque épisode. Et donc, est-ce que tu as des remerciements à faire de ton côté ? Déjà, merci à toute l'équipe Raconte ta vie de m'avoir accueillie et permis un peu de mettre en lumière l'endométriose dans cette période si spéciale. Et surtout, un grand merci à tous mes proches qui m'ont aidée et soutenue pendant ces périodes pas faciles, notamment ma maman qui a vraiment été un rock incroyable et une battante comme jamais. Je la surnommais la maman panthère tellement elle allait à la guerre face aux médecins et il y a des fois franchement elle était vraiment à ça de se battre avec eux. Donc un grand merci à mes proches, à ma maman et aussi surtout à toute l'équipe de l'hôpital Saint-Joseph qui a été vraiment d'un soutien et d'une humanité incroyable sur la fin du parcours et sans qui peut-être ça se serait pas autant amélioré. Girl, tu devrais parler de ton Instagram. Et oui. Oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais c'est un compte Instagram que je n'alimente plus trop aujourd'hui, mais que j'avais créé en 2020, après ma deuxième opération, qui s'appelle Utérus Révolté. On peut voir du coup qu'il y avait encore un peu de colère à l'époque. Mais du coup, Utérus Révolté, qui était là pour sensibiliser à la maladie et surtout sur la maladie à l'adolescence, parce qu'à ce moment-là, on n'en parlait pas du tout. Et du coup, j'avais envie de partager mon histoire et je l'avais créé un petit peu en me disant... si j'aide une personne, c'est déjà super. Et donc vraiment, je l'avais créé comme ça, sur un coup de tête. Et je crois qu'à l'époque, j'avais quand même réussi à avoir 1000 abonnés, donc j'étais très fière de pouvoir aider 1000 personnes. Et du coup, je l'alimente plus trop aujourd'hui parce que j'avais un peu fait le tour de ce que je pouvais partager. J'avais besoin aussi de récupérer une vie sans endométriose. Mais la page est toujours active. Myriam pourra vous la linker. Bien et sûr. Dessus, y a un peu tout mon vécu de l'époque, tout ce que j'ai pu partager, tout ce que j'ai pu vivre et pas mal de conseils. Donc voilà. Elle reste un peu en vitrine pour aider ceux qui en ont besoin. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de partager ton parcours, ton histoire sur ce podcast. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir, suivis tout au long de cet épisode. Alors, sachez qu'on est toujours disponible sur Instagram, donc racontetavie.podcast. Également, donc, également sur notre site internet. Et écoutez, n'hésitez pas à nous suivre. On reste... Elle est nulle, ma conclusion, là. Elle est à chier, ma conclusion. Ah non, mais on recommence. Merci de nous avoir écoutés. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ouais, merci, parce que en fait, mon ventre, il gagouille depuis tard. J'ai grave la dalle. On a trop parlé. Bois un petit peu d'eau. Attends, on va la refaire. Ouais. C'est parti. Action. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode. En tout cas, comme vous le savez, on a notre compte Instagram, donc racontetavie.podcast. On a également un site internet. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, c'était... En fait, une fois que... Ouais, je te jure, aujourd'hui... C'est pas grave. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Mais mais ça c'est bien ça. Mais... Attends. Je veux juste faire la fin. Sur ce, c'était un... Je vais regarder cette caméra-là. Tu veux que je fasse la outro ? Faut me laisser.
Sur ce, c'était le podcast Raconte ta vie, le podcast où tout le monde, et même toi, peut participer. On vous remercie encore une fois et on vous souhaite une très très bonne journée ou soirée. Merci. Bisous, bye. Allez, ciao. Yeah. Bravo.